Salut à tous, on continue notre tour du monde bimensuel grâce aux entrepreneurs français de l'étranger, nos French Boss qu'on va retrouver tous les 15 jours. Et aujourd'hui, eh bien, ce tour du monde, il va nous emmener au nord du continent nord-américain. Vous avez probablement, peut-être, reconnu derrière moi la ville de Montréal et on va tout de suite aller y retrouver Frédéric Leroulet. Bonjour Frédéric. Ouais. Frédéric, on est content de venir à Montréal parce que on n'y est pas allé depuis longtemps et puis c'est quand même une ville qui est super sympa. Et puis quand je regarde un petit peu votre histoire, votre CV, c'est une ville à laquelle vous êtes forcément très très attaché parce que vous y êtes depuis très longtemps. Elle a toujours compté pour vous, Montréal, j'ai l'impression. Oui, c'est une rencontre qui a débuté dans les années 90. Je suis venu avec des copains après notre bac. On est venu pendant un mois. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je n'avais pas prévu à l'époque que j'y retournerais 10 ans plus tard, mais déjà, il y a eu quelque chose qui, oui, ça compte. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Je suis arrivé en 80, un peu plus que ça, même en 98. Et tout de suite, j'ai trouvé une affinité, alors avec la ville, mais surtout avec les gens. Comme une adéquation, quelque chose qui était naturel. Moi, je suis parisien. J'ai commencé à travailler en 97. Après 2 ans de vie parisienne, je commençais à être un peu saturé par le rythme. Et en fait, c'est un concours des circonstances. Et mon ex-épouse voulait aller à Montréal en voyage de noces. Moi, ça me tentait pas forcément. Je trouvais pas ça très exotique parce qu'en partie, j'y avais été précédemment. Et pendant le voyage de noces, une histoire un peu de fou, mais j'ai passé une entrevue professionnelle. Il y avait déjà l'an 2000 qui s'en venait. Et en fait, j'étais très impulsif. J'ai débarqué dans les bureaux. Moi, je travaillais dans les ERP, dans PeopleSoft. Et j'ai débarqué dans les bureaux juste pour dire bonjour. Et puis, de fil en aiguille, j'ai passé une entrevue. Puis, bref, j'ai eu l'opportunité après de partir, de tout quitter en quelques mois. Et donc, c'est ça, après 20 ans à Montréal, où il y a vraiment quelque chose de particulier à Montréal. Il y a une qualité de vie, vous avez peut-être déjà été, une qualité de vie, une qualité d'être qui est vraiment agréable. Et vous venez de prouver par vos simples mots que Montréal vous a déjà d'une certaine manière un petit peu avalé parce que vous m'avez parlé, je cite, de l'an 2000 qui s'en venait. Ah oui. Alors, Ouais. Là, on est vraiment dans le québécois. alors, c'est ça. Après 20 ans, vous n'avez pas le choix. Il y a des mots qui sont adoptés, il y a des formulations de phrases qui sont adoptées. Certainement, je vais avoir des trucs qui vont vous choquer, mais Ah non, non, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve très charmant cet accent canadien québécois. Frédéric, vous avez créé, donc vous l'avez dit, vous êtes arrivé à Montréal, vous étiez tout jeune, donc c'est là que vous avez créé votre première société. Créer une société au Canada, c'est quelque chose de compliqué ou est-ce que c'est plus simple qu'ailleurs peut-être? alors ailleurs, je sais pas, par rapport à la France, alors je sais pas non plus parce que maintenant, après 20 ans, les choses ont dû beaucoup évoluer, mais effectivement, créer une société à Montréal. Donc moi, j'ai pas commencé directement, j'ai intégré une grosse compagnie et après quelques années, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, ça me travaillait de me lancer. Donc pour répondre à la question, c'est effectivement très facile. Peut-être que maintenant, ça s'est facilité, mais il n'y a pas de mise de fonds à avancer. Il y avait déjà un formulaire web à l'époque. On choisit une charte québécoise, une charte fédérale. Ça se fait très facilement, vraiment très facilement. On peut en quelques heures à créer une compagnie et puis on a tout ce qu'il faut d'un point de vue administratif pour lancer sa compagnie. Ouais, effectivement. Frédéric, vous avez fait des études d'ingénieur en génie électrique. Est-ce que c'est la préparation qui ouvre le plus le regard pour devenir entrepreneur par la suite? C'est une question que je me pose, hein. Peut-être que oui. Mais c'est vrai que j'observe ce petit décalage qui est amusant. Alors, oui, c'est intéressant. On voit bien qu'il y a l'importance de la technologie maintenant sur le marché. Tout le monde travaille avec la technologie, donc c'est un imparable. Est-ce que forcément faire ses études en génie électrique ouvrait cette porte? Peut-être pas forcément, mais c'est sûr que dans le contexte actuel, je trouve qu'on est doté de certains outils qui vont faciliter beaucoup les choses si on veut lancer une compagnie dans la technologie. Ça, c'est certain. Ouais. Alors Frédéric, votre carrière, c'est vous qui la connaissez le mieux. Vous en avez déjà esquissé quelques phases. Est-ce que vous pourriez donc en quelques minutes, assez brièvement, nous raconter ce qu'a été effectivement votre carrière
on parlera bien sûr de ce qu'elle est ensuite. Ah oui, alors ça, moi j'ai commencé à travailler en 97 après mon service militaire qui à l'époque était obligatoire. J'ai commencé à travailler dans un groupe qui était une belle école, Capgemini, à la Défense. C'est ça, comme je le disais tout à l'heure, après 2 ans, alors j'ai eu dans mon parcours des gens vraiment intéressants. Hélène Chinal, maintenant, qui a pris des postes de responsabilité chez Capgemini, qui m'ont fait confiance. J'ai tenté l'expérience, ils m'ont laissé partir avec un congé sans solde au Canada en disant un petit peu, bon, va t'amuser et puis reviens vite. Après 2 ans, là, j'ai décidé en fait de couper le cordon ombilical avec la France, avec Capgemini, et de me lancer plus dans de la résidence permanente, parce que vous savez, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a 20 ans, il y avait des grandes facilités d'immigration. Moi, en 3 semaines, j'ai eu un contrat de travail qui était lié à mon employeur, mais ça se fait très rapidement. Ça vous donne donc, c'est lié à votre employeur, vous avez un contrat d'1 an et puis il est renouvelable. Après, ça vous donne le temps de rentrer dans un processus plus long de résidence permanente et ensuite de ça, d'immigration pour la citoyenneté, qui est encore une fois très facile. Après 3 ans de résidence permanente, vous pouvez demander la citoyenneté. Et puis après quelques années CGI, il y a eu quelques années où je me suis plus concentré sur qu'est-ce que ça veut dire vivre à Montréal, qu'est-ce que ça veut dire travailler, renouer un réseau professionnel, un réseau social, parce qu'il y a quand même une rupture assez importante, même si c'est quand même facile de revenir en France. Et puis ensuite de ça, je me suis plus concentré sur ma carrière. Là, dans les différents, donc j'étais consultant, PeopleSoft, donc dans les ERP. Et après quelques années, j'ai fait un mandat, une mission, on parle de mission plus en France. J'ai fait une mission de chez HEC Montréal. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité dans mon domaine, dans la gestion informatique, de faciliter un peu plus les processus d'affaires, ce qu'on appelle maintenant des outils de workflow. Et j'ai lancé tout seul un outil qui a été adopté par mon ancien client. Alors au début, je l'ai fait tout seul. Ça a été d'ailleurs une erreur. Je me suis épuisé après 2 ans. J'étais complètement brûlé, comme on dit ici. Et j'ai décidé en fait de réintégrer mon entreprise. Ça a été une super expérience, ça a été un succès personnel, pas forcément un succès financier, je m'en suis tiré à peu près bien, mais surtout un succès personnel. Ça m'a donné en fait une perspective complètement différente du monde de l'entreprise, parce que autant quand vous êtes dans une grande entreprise, vous touchez, c'est très vertical, c'est très profond. Alors que quand vous lancez une compagnie ou vous travaillez dans une petite structure, vous touchez à plein de trucs différents. Vous faites, on dit, du gardien jusqu'au président. C'est un peu ça, c'est-à-dire que faut regarder la partie business, faut regarder la partie produit, la relation client, le support, etc., etc. Donc, vous touchez un ensemble, le spectre est vraiment large, et ce qui fait que vous savez dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous êtes moins bon. Et moi, ça m'a permis en fait après de progresser dans la structure. Je suis devenu directeur, chef de projet. Puis après, en fait, en 2017, après un retour de 10 ans à peu près, là, j'ai vu qu'il y avait une autre opportunité. J'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire, de la gestion de projet. Ça me tentait pas forcément de monter dans la hiérarchie, beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup d'heures, etc. J'avais plutôt envie de retourner dans un truc plus autonome. Je suis parti à mon compte, ça s'est pas forcément bien passé. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité avec Grenadine. Et puis là, je me suis lancé encore, ce coup-ci plus seul. J'étais avec 2 personnes, 2 cofondateurs. Et puis là, c'est là qu'en fait tout est parti avec Grenadine. Ça veut dire que si j'ai bien compris, vous avez fait plusieurs allers-retours entre l'entrepreneuriat et un job de salarié. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il est plus facile dans ce pays d'être salarié d'une entreprise que d'être à son compte? Ah non, c'est un choix personnel. Moi, j'ai trouvé que travailler dans des grosses structures était une superbe école. On apprend beaucoup sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, si vous voulez être contractuel ou lancer une compagnie ici, c'est très très facile. C'est juste une préférence, une affinité personnelle dans quoi vous vous sentez bien ou qu'est-ce que vous voulez faire en fait. C'est vraiment le choix. Je pense qu'il est plus facile de partir une entreprise et d'être à son compte ici qu'en France. Non, je pense que c'est l'inverse en fait. Frédéric, j'ai lu pas mal de choses qui vous concernaient. J'ai notamment lu des phrases et qui me laissent penser que depuis le début de votre carrière, vous avez beaucoup changé votre fusil d'épaule humainement.
vous n'êtes peut-être pas le même homme que celui qui a débuté il y a quelques années maintenant. Je vais lire quelque chose que vous aviez dit à l'époque et qui peut-être explique une partie de votre vie aujourd'hui. Quand vous étiez enfant, avez-vous déclaré, les moments les plus forts, c'était les rassemblements. Est-ce que cette notion de collectif, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, anime votre vie professionnelle et qui, quelque part, cette notion de collectif, Frédéric, elle est un peu antinomique avec le fait d'être entrepreneur? Alors oui, c'est super intéressant ce que vous ramenez. Alors écoutez, ça, en fait, ça se rejoint. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit précédemment, j'ai fait une expérience seule d'entrepreneuriat, donc il y a 15 ans, et je suis arrivé au bout de cette. J'étais humainement effectivement très différent, très pas arrogant, mais très une certaine confiance en soi. J'avais une idée, enfin, en tout cas déterminée. J'étais vraiment déterminé sur ce que je voulais faire. J'avais une vision très claire du produit que je voulais lancer. Et j'avais des gens autour de moi qui me parlaient, qui me donnaient des conseils, etc. Et je les écoutais pas forcément. J'étais comme dans une. J'avais mon idée, il fallait que je la fasse, etc. Et j'ai été au bout de cette détermination, au bout de cette capacité de monter une boîte seule. Je me suis retrouvé, et puis la conclusion, c'est que je me suis fatigué. J'ai vraiment ressorti après 2 ans. J'ai vraiment essayé de tout faire tout seul parce qu'on n'arrive pas à déléguer, parce qu'on pense qu'on est la seule personne à pouvoir bien faire les choses. En fait, on arrive très rapidement à un épuisement parce que c'est impossible de faire ça tout seul. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte de cette erreur finalement, parce que c'est une erreur de penser en même temps de vouloir avancer seul avec une épée et puis que les autres vous suivent. Donc ça m'a profondément effectivement changé humainement. J'ai même dans mes relations de travail après, je me suis rendu compte que c'est pas que j'écoutais personne, il ne faut pas penser que c'était ça, mais il y avait quand même de cet ordre-là, de cet ordre de difficulté à travailler en équipe, en tout cas je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais ça m'a permis en fait humainement de changer. Et puis même, si vous voyez mon parcours personnel après, je suis rentré dans des associations. Humainement, j'ai vraiment profondément changé. Je me suis même intéressé à la spiritualité, au développement personnel, etc. Et ça m'a amené la conclusion en tout cas, de ne plus avoir envie de me lancer seul en affaires et donc de rejoindre une équipe et avec tout ce que ça comporte, le support. Vous n'êtes plus seul à affronter toutes les difficultés, tous les défis que vous allez rencontrer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes avec des gens, donc c'est un support, mais il y a aussi des difficultés à travailler en équipe réduite, à travailler, à rencontrer, à trouver des solutions ensemble, à rencontrer des défis. On apprend énormément. Lancer une entreprise, c'est une rencontre avec les autres, avant tout, une rencontre avec soi-même. On apprend énormément ensemble. C'est un peu une thérapie de groupe. Et effectivement, mon cheminement humain m'a amené ici aujourd'hui, et surtout dans l'événementiel, qui n'est en fait que la connexion de personnes, la rencontre de personnes, l'échange, etc., etc. Donc, effectivement, dans mon évolution, ça a changé et les valeurs humaines sont maintenant beaucoup plus présentes que précédemment. On va en parler tout à l'heure. On va parler effectivement de ce que vous faites aujourd'hui et de cette place qu'ont les valeurs humaines dans le travail que vous menez au quotidien aujourd'hui. Mais auparavant, regardez là, cette image, vous la connaissez par cœur puisque c'est l'image qui est sur votre profil LinkedIn sur Internet. Cette image, moi, je la trouve bizarre. Un ballon, un enfant masqué. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image, Frédéric? Je pense que c'est le petit garçon super-héros qui veut aider. Je pense que c'est l'intention qu'il y a derrière. Je sais pas, je vais pas faire une analyse profonde du truc. Je sais pas si je serais capable, mais en tout cas, c'est ça. Je pense on est tous, on a tous, en tout cas, moi, je suis motivé par l'envie l'envie d'aider, l'envie de collaborer, l'envie de construire. Et puis, oui, il y a un peu l'image j'aime beaucoup, c'est très attendrissant, un super-héros, un petit garçon, parce que ça montre en fait beaucoup de fragilité en fait. Il y a une très belle intention, mais il y a en même temps beaucoup de fragilité. Donc, oui, c'est drôle que vous ameniez cette image dans la conversation. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle est originale. Moi, je l'ai trouvée originale. Moi, vous savez, je parcours des CV sur LinkedIn en permanence pour les besoins de mes interviews.
Et c'est vrai que cette image est réellement originale. Et sans rentrer dans une psychologie de supermarché, ça m'intéressait de savoir ce qu'elle représentait. Et donc, j'aime bien votre réponse. Vous vous sentiez super-héros? Vous rêviez d'être un super-héros quand vous étiez enfant? Ah, quand j'étais petit, oui, ouais. Plus ça, moi, je voulais être un agent secret. Moi, j'ai vu rien que James Bond, c'était mon idéal. J'ai complètement changé sur ma vision des choses, mais oui, je pense que en chaque petit garçon, il y a quand même une envie d'être de super-héros. Mais cette image-là, pour revenir 2 secondes, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'intention derrière, c'est l'envie d'aider. C'est pour ça qu'on a mis le logo de Grenadine, parce que être entrepreneur profondément, pour moi, c'est envie de remplir. Vous avez un problème et vous voulez corriger le problème, en tout cas trouver une solution à un problème là. Donc il y a une intention profondément bonne d'aller aider les gens, surtout dans notre domaine, parce qu'en fait c'est le croisement, c'est la rencontre en fait des geeks, des informaticiens et des gens de métier dans l'événementiel qui sont en grande majorité des femmes et qui sont pas du tout technologiques. De plus en plus, parce qu'il y a une connaissance globale de la technologie, mais là c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Est-ce que vous venez de parler de geek? Est-ce qu'aujourd'hui, encore, après plus de 20 ans de carrière, est-ce que vous vous sentez encore le geek que vous étiez? Beaucoup moins, enfin différemment, mais oui, j'ai un profond attachement à la technologie. Puis en fait, c'est un peu ce qui a explosé dans nos vies depuis 30-40 ans. Oui, je me sens encore un peu moins. En fait, c'est un peu un grand écart. En fait, c'est une petite contradiction entre une passion pour la technologie et en même temps une passion beaucoup plus humaine. Vous avez raison que j'ai changé beaucoup en 20 ans. Alors, Grenadine, Frédéric, vous en avez parlé à plusieurs reprises depuis le début et pour cause, c'est pour ça qu'on est l'un en face de l'autre aujourd'hui et c'est votre quotidien. Alors, c'est une société que vous n'avez pas créée, mais dans laquelle vous vous occupez des fonctions on ne peut plus importantes. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'est Grenadine et ce que vous y faites. Oui, donc Grenadine, c'est une solution SaaS, donc Software as a Service. C'est une solution donc de gestion d'événements. Donc, on aide les organisateurs d'événements à planifier, à promouvoir, à vendre et à organiser, à opérationnaliser un événement. Donc, il y a différents morceaux. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais vous avez une console d'administration, vous avez un site internet d'événements qui va permettre de faire la promotion de l'événement, montrer le programme, montrer les participants, montrer les présentateurs, montrer aussi les organisations qui sont partenaires. Et vous avez tout un module de vente de billetterie, de vente de billets, pardon, de billetterie, qui est plus pour la partie vente en ligne de billets, paiement par carte de crédit. Et vous avez aussi des applications mobiles. Donc c'est l'ensemble du processus de gestion d'événements. Vous avez la planification, vous avez ensuite la promotion, la vente, et ensuite de ça, la réalisation de l'événement, donc avec des applications mobiles. Puis on a un dernier composant qui est un peu plus technique, qui est des API qui permettent d'intégrer notre solution avec des systèmes d'entreprise. Alors, en gros, l'événementiel, c'est très large. Hein. Ça va du goûter au mariage, au congrès international. Donc, nous, on est plus à droite du spectre. On est plus dans les événements de 200 personnes et plus, jusqu'à notre record à date, je pense que c'est 80 000 personnes. Ce sont des gros événements avec des agendas plus ou moins compliqués. C'est une des forces de la solution. Donc, vous avez des différentes sessions, des plénières, des ateliers. Puis là, ça peut aller plusieurs dizaines de sessions jusqu'à plusieurs milliers. On a battu le record du nombre de sessions dans un seul événement à 4000 sessions l'an dernier. Et donc, c'est plus pour des conventions, conférences, congrès. C'est ce que je peux vous dire, c'est ça. Mais en ce moment, l'événementiel, c'est compliqué, j'imagine. Enfin, c'est compliqué chez vous, à Montréal, comme partout dans le monde. Les interdictions de présentiel, elles doivent restreindre considérablement. Sinon restreindre, du moins changer votre manière de procéder au quotidien. Alors, effectivement, nous, ça a été comme un coup de côté, voire même frontal, en fait. Ça a complètement paralysé le domaine de l'événementiel. Il y a eu comme vraiment un choc. Et là, tout le monde s'est regardé en disant qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus faire d'événements en présentiel. Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant je dirais les 2-3 premiers mois, alors il y en a tout de suite qui sont partis. On dit ok, on va faire du virtuel, on peut plus faire présentiel, on va faire du virtuel. Mais
qu'est-ce que ça veut dire de faire un événement virtuel. Et d'autres ont réfléchi, ont pris un peu plus de temps. Donc, j'ai eu récemment des statistiques intéressantes. Dans les événements, il y a à peu près il y a trois tiers. Un premier tiers ont décidé d'annuler complètement l'événement et puis d'attendre l'édition prochaine. Un autre tiers a décidé de repousser, donc attendre, donc de repousser de quelques mois, voire même une année ou deux. Des grands congrès, Montréal accueille chaque année des grands congrès internationaux. Eux ont systématiquement décidé de repousser. Donc, le carnet de commandes pour 2022-2023 est prêt et vraiment à craquer. Et le dernier tiers, a décidé de passer en virtuel. Et là, la problématique du virtuel est très différente. Maintenant, on n'est plus familier avec des rencontres comme on fait en ce moment avec des outils que vous utilisez, du Zoom, du Microsoft Teams, etc. Mais à l'époque, il y avait déjà de façon un peu plus marginale, il y avait déjà des événements virtuels. Mais la grande majorité, c'était des événements en présentiel. Et là, il y a vraiment une profonde réflexion sur du métier. C'est qu'est-ce que ça veut dire de faire des événements virtuels? Quelles sont les problématiques? On ne peut pas asseoir quelqu'un de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi devant une session Zoom. Ça va être infernal. Donc, vraiment, le domaine, même nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on va complètement virtuel? Parce que ça pose d'autres problématiques de technologie, la capacité de serveur, ce qu'on fait en ce moment, le streaming de vidéos, ce sont des problématiques vraiment différentes. Donc, est-ce qu'on fait un 180? Parce qu'on a parlé beaucoup de pivoter vers du virtuel. Est-ce que nous, on se remet en question ou est-ce qu'on va plutôt vers un truc qui est plus hybride? C'est-à-dire qu'on offre la possibilité de faire du virtuel et on laisse quand même, on se concentre encore sur du présentiel, sachant que dans les prochains mois à venir, il va y avoir de l'hybride. Donc, le virtuel va rester. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça va aller du hybride et vers du retour en personne dès que ça sera possible. Parce que ça ne veut pas dire que les vaccins vont du jour au lendemain permettre un retour. Ça va être un retour progressif, un retour local, ensuite au niveau, mettons pour nous, une province, ensuite de ça, un pays. Donc, tant qu'il n'y aura pas un libre-échange sur la planète pour que les gens puissent assister en présentiel, il va y avoir, on va voir comme ça un retard finalement pour revenir en présentiel. Donc oui, c'était une grosse perturbation, mais ça a été aussi l'occasion de se remettre en question. Et je pense que les solutions qu'on a amenées pour le virtuel vont transformer radicalement l'événement futur. N'empêche que l'événementiel, comme beaucoup d'autres métiers, évidemment, ça a été particulièrement touché, effectivement, par cette pandémie. Alors que l'ingénieur que vous faites, féru de technologie, eh bien, la technologie, elle a été moins touchée, paradoxalement. Enfin, pas paradoxalement, d'ailleurs, au contraire, elle a plus bénéficié du Covid. Est-ce que par moment, vous vous êtes dit, mais j'aurais peut-être mieux fait de rester un geek? Alors, effectivement, on dit que dans chaque crise, il y a une opportunité. Pour nous, c'était une opportunité, effectivement. Avant, le logiciel d'événement était comme un outil, c'est-à-dire que c'était nécessaire pour assister, pour faire la promotion de l'événement, pour vendre les billets. Mais par contre, une fois dans l'événement, c'était un peu, on a une application mobile au niveau dans sa poche, on la consulte un petit peu, mais le cœur de l'événement, c'était le présentiel, les gens qui parlent, etc., etc. Alors que là, d'un coup, l'opportunité pour nous, c'était que l'outil informatique se retrouvait au cœur de l'événement. C'était le média par lequel que les gens utilisaient pour assister à l'événement. Donc, il y avait cette opportunité. C'est sûr qu'on a été déstabilisé, surtout nous, on était complètement orientés dans le présentiel, mais on a eu la chance aussi d'avoir des clients qui nous ont fait confiance. On s'est transformés ensemble et ça a été l'opportunité. Alors, nous, pour juste vous expliquer, vous donner des chiffres, on avait des croissances de chiffre d'affaires qui étaient à 2 chiffres, même dernière année, on a fait 65%. Ça a été brutal, on a fait, je pense, 2% l'année dernière à cause du Covid, mais au moins, ça a été une croissance, ce qui est quand même une belle réussite. Et principalement parce qu'on a travaillé avec les clients qu'on avait et puis on s'est transformés ensemble. Donc non, il y a eu des périodes de doute, je vous dirais, surtout au début de l'été, une fois que le choc est passé et puis ok, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ça a été dur parce qu'il a fallu se retrousser les manches et puis développer des nouvelles solutions pour le virtuel. Mais après, rapidement, en fait, on a vu des opportunités de travailler avec nos clients. Une question à l'homme. Maintenant, l'homme, Frédéric Leroulet. L'événementiel, tous ces univers-là, ils ont des codes. Ils sont des codes très particuliers et qui sont des codes
très, très différents de ceux des ingénieurs. Est-ce que l'homme, il n'a pas eu du mal, sur un plan humain, donc, à s'adapter à cet univers nouveau qui est un peu plus clinquant, qui est moins, enfin, qui est différent, qui est très, très différent? Alors oui, ok, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on se rencontre rapidement en fait dans l'événementiel, c'est que encore une fois, l'amplitude des différents événements est énorme. Vous prenez par exemple une exposition, ça va être très différent d'un festival, ça va être très différent même entre les conférences. Vous allez avoir une conférence académique qui est plus orientée sur le contenu. Donc, une conférence marketing, un lancement de produit va être plus axé justement sur le marketing, sur le paraître, sur l'esthétique de l'événement. Et cette dimension-là va être très différente d'un événement à l'autre. Donc, c'est drôle parce qu'on voit que notre équipe, nous, a un ADN composé de différentes personnes. Et notre ADN nous a naturellement orientés vers, on a un fort segment académique. On travaille beaucoup avec les universités, notamment celle à Montréal. Et je me suis posé la question, pourquoi naturellement on gagne plus de clients dans ce domaine-là? Je pense que c'est ça, il y a un ADN et puis il y a une adéquation avec le marché. Et le marché est tellement large que nous, on va plus aller dans la grosse entreprise, dans les universités, dans les corporations, etc. Qu'est-ce que l'événementiel vous a appris sur la vie professionnelle que vous ignoriez? Je ne parle pas des aspects techniques de votre quotidien, mais qu'est-ce qui vous a appris, l'événementiel? Alors c'est drôle, à remettre justement l'humain au cœur du sujet. Vraiment, quand on regarde le point commun de tous les événements, il y a une partie, alors dépendant du sujet de l'événement, mais il va y avoir une partie partage d'informations, transfert d'informations, rencontre. Ce qu'on voit, la principale difficulté en ce moment des événements virtuels, c'est comment on fait pour reproduire cette facilité de rencontre entre les intervenants. Et il y a aussi la partie suivante, mais dans le point commun, c'est vraiment la rencontre entre un et plusieurs personnes et de voir que ce qu'on appelle le user engagement, qui est le principal défi de la majorité des événements, c'est d'arriver à impliquer les gens dans l'événement. Vous savez, un événement, là-dessus, c'est intéressant aussi parce que le virtuel a amené une définition un peu différente. Vous êtes pris dans votre vie active, vous savez que vous allez, mettons, un congrès ou un séminaire d'une semaine à telle place, donc vous inscrivez, et puis ensuite de ça, vous allez à l'endroit. Là, il se passe plein de choses, c'est très dense, beaucoup de rencontres, beaucoup de contenu. Ensuite de ça, vous retournez chez vous, la vie professionnelle reprend. Et puis, il y a eu comme ce choc qui avait une définition très claire dans le temps. Là, le virtuel a effacé cette définition. Maintenant, les gens, déjà, on a un client qui s'appelle VidCon, qui fait des grosses conférences de YouTubers et qui a rapidement vu qu'ils ne pouvaient plus faire un événement de quelques jours. Ils ont fait un événement sur tout l'été, avec des sessions éparpillées sur tout l'été, pour maintenir une communauté intéressante, parce que c'est ça aussi, le virtuel permet d'aller atteindre des gens d'un autre continent qui ne viendraient pas forcément à votre événement si c'est en présentiel. Donc, atteindre une communauté plus large, voir une définition dans le temps qui est un peu plus, qui transpire un peu plus qu'un truc très fermé dans le temps. Mais ça reste que ça expose en fait l'importance des connexions humaines. Et donc, ce que les événements virtuels ont beaucoup de mal à faire en ce moment, c'est reproduire la qualité du contact humain. Et je pense on facilite, mais on n'arrivera jamais à le reproduire aussi bien qu'avec un événement en présentiel. Frédéric Leroulet était depuis Montréal l'invité de French Boss, cet homme qui glisse entre les deux expressions connexion humaine et poignée de main le mot data, ce qui est une performance. Frédéric, on a été content de nous entretenir avec vous et de voir la manière dont vous vivez effectivement ce glissement que vous avez opéré. L'ingénieur est devenu aujourd'hui un homme qui joue collectif et qui pense beaucoup à la relation humaine. On a été content d'observer ça chez vous, Frédéric. Bon, merci beaucoup, Eric. Je vous remercie beaucoup. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci.